La dame était une très gentille dame. Elle disait toujours bonjour et tout. Elle vivait dans un logement pour les personnes pauvres. Comment a-t-elle pu être tuée dans son petit appartement? Derrière des portes closes, les crimes choquants de ces femmes tueuses les plus meurtrières se déroulent, révélant un côté sombre de ceux que l'on s'y attend le moins. De l'acte tragique de légitime défense de Ruth Command à la condamnation impitoyable de Santequimes, la vie de ces femmes a pris des tournants inattendus, les menant sur un chemin de crimes et de controverses. Commençons. Le portrait qui a été donné de nous. Les médias nous ont jusqu'à présent dépeints totalement, comme nous ne le sommes pas. Nous sommes juste une mère et un fils. Santequimes, connue sous le nom de Dragon Lady, était une figure notoire dans le monde du crime. Née en 1934, elle a mené une vie criminelle remplie de vols, de fraudes, d'incendies criminels et, finalement, de meurtres. Aux côtés de son fils, Kenneth Kimes Jr., elle a été impliquée dans une série de crimes odieux qui se sont étendus sur de nombreuses années. Leur crime le plus notoire a été le meurtre d'Irene Silverman, une mondaine de New York. Mais leurs activités criminelles ne se sont pas arrêtées là. Le parcours de Sant a commencé par des délits mineurs et a escaladé vers des infractions graves. Sant a utilisé son charme et sa manipulation pour convaincre les gens de l'aider dans ses activités illégales, y compris son fils, Kenneth Jr. Ensemble, ils étaient responsables de plusieurs meurtres. Le tournant dans leur vie criminelle est survenu lorsque Kenneth Jr. a avoué plusieurs meurtres. Après des années à échapper aux autorités, leur toile de mensonges a commencé à s'effondrer. Le FBI et d'autres agences de maintien de l'ordre les ont reliés à divers crimes, y compris le meurtre de David Casdan, une autre victime, dont la mort a également été orchestrée par Santé. Kenneth Jr. a finalement conclu un accord de plaidoyer, acceptant de témoigner contre sa mère en échange d'une peine réduite. Leur procès pour le meurtre de Silverman a révélé toute l'étendue de leurs crimes, et tous deux ont été reconnus coupables de multiples chefs d'accusation, y compris meurtre et conspiration. Vous partagiez l'appartement avec votre mère? Oui, Absolument. absolument. En 2000, Sant et Kenneth Jr. ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour le meurtre d'Irene Silverman, ainsi que pour d'autres crimes. Sant a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, plus 125 ans, tandis que Kenneth Jr. a reçu une peine similaire. Le procès a mis en lumière non seulement le meurtre de Silverman, mais aussi leur implication dans d'autres actes odieux comme la falsification, le vol et l'incendie criminel. Malgré leur condamnation, Sant a continué de nier son implication, accusant les autorités de l'avoir piégée. Elle a passé ses dernières années en prison, où elle est décédée en 2014. Croyez-moi, cela peut vous arriver. Cela peut arriver à votre mère. Cela pourrait arriver à votre fils. Nous n'avons rien fait de mal. La police a réagi de manière excessive. Ils nous ont piégés. Le cas de Sant et Kenneth Kimes est à la fois effrayant et déchirant. La cruauté pure de leurs actions, en particulier la façon dont ils ont manipulé ceux qui les entouraient, a laissé un impact durable sur les familles de leurs victimes. Pour beaucoup, il est difficile de comprendre comment une mère a pu être si impliquée dans les crimes de son fils, le transformant en meurtrier. L'histoire de Santequimes est un rappel tragique de la façon dont la cupidité et la manipulation peuvent détruire des vies, et comment la quête de richesse peut mener à la perte de l'humanité. Drôle, généreuse, cheveux rouges vifs et une personnalité à l'avenant. Elle était vraiment terriblement mignonne. L'histoire de Kimes révèle comment un duo mère-fils peut commettre des actes horribles. Cependant, notre prochain cas nous emmène dans un quartier tranquille, où un meurtre choquant a brisé la confiance de la communauté. De Rentham Street, à Dorchester, une mademoiselle Galloway partant le matin du 29 à environ 9 heures. En 2017, un quartier tranquille de Needham dans le Massachusetts est devenu le théâtre d'un crime horrifiant. Tammy Galloway, âgée de 51 ans, a été condamnée pour le meurtre de sa voisine de 81 ans, Laura Schifrina. Le meurtre a eu lieu dans l'appartement de Schifrina, et les détails de l'affaire étaient à la fois tragiques et choquants. Le 28 mai 2017, Laura Schifrina a été vue vivante pour la dernière fois, vaquant à sa vie quotidienne en tant que scientifique retraitée. Cependant, quelques jours plus tard, sa fille a découvert son corps dans son appartement de Linden Street. Schifrina ne s'était pas présentée à un événement ce soir-là, ce qui a suscité l'inquiétude parmi sa famille et ses amis. Alors que les autorités enquêtaient, elles ont découvert que l'appartement de Schifrina avait été saccagé. Des objets comme sa voiture, son portefeuille, son téléphone portable et ses bijoux avaient tous disparu. Il semblait clair que quelque chose de sinistre s'était produit. Le jury dit qu'il y a assez de preuves pour aller de l'avant avec l'affaire contre une femme accusée d'avoir tué sa voisine âgée à Needham. L'enquête a révélé une série d'indices glaçants.
La Ford Fiesta rouge de 2011 de Shifrina a été retrouvée abandonnée, avec les clés encore sur le contact, mais l'intérieur empestait l'eau de javel. Des images de surveillance du 29 mai montraient Galloway et un parent près de la voiture, tenant une bouteille d'eau de javel, suggérant une tentative désespérée de dissimuler le crime. C'est alors que la vérité horrifiante a été révélée. Galloway avait brutalement poignardé Shifrina à mort dans son appartement, probablement lors d'un vol qui a mal tourné. Poussée par la cupidité, elle a volé l'argent, les bijoux et la voiture de Shifrina, espérant mettre la main sur les 3 000 $ que Shifrina avait économisés pour une intervention dentaire. La police enquêtant sur la mort d'une femme de 81 ans, retrouvée dans son appartement, avec ce qui est qualifié de traumatisme, par objet tranchant. Les autorités enquêtent sur cette affaire comme s'il s'agissait d'un homicide. Après un procès tendu, Tammy Galloway a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, de vol à main armée et de larcin. L'affaire a culminé lors d'une audience de condamnation émotive, où la fille de Shifrina a pris la parole. Galloway a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lors de sa condamnation aujourd'hui, Tammy Galloway s'est excusée auprès de la fille et du petit-fils, a volé de l'argent à Shifrina, puis a volé sa voiture. L'affaire a provoqué une onde de choc dans la communauté. La prise de conscience qu'une personne de leur quartier était capable d'un acte aussi impitoyable était profondément troublante. L'angoisse de perdre un être cher de manière si violente s'est étendue au-delà de la famille Shifrina, laissant toute la ville ébranlée. Quant à Galloway, ses crimes ont assuré qu'elle passera le reste de sa vie derrière les barreaux, à jamais marquée par ses actions impardonnables. Le meurtre de Laura était un acte insensé de cupidité. Le prochain cas ne concerne pas seulement un meurtre. Il s'agit d'une cruauté si extrême qu'elle a horrifié tout un État. Maintenant, la deuxième déception concernait les lettres d'amour. La personne accusée a découvert que la maladie persistait encore de nombreuses années après avoir rompu avec ses anciennes petites amies. En 2015, la vie de Ruth Kamandé a changé à jamais. Elle a été arrêtée et accusée du meurtre de son petit ami, Farid Mohamed. Ruth a poignardé Farid 25 fois lors d'une violente dispute, et l'affaire a choqué toute la nation. En 2015, Ruth Kamandé et son petit ami, Farid Mohamed, ont eu une dispute tragique et houleuse. Tout a commencé lorsque Ruth a trouvé une petite carte jaune du programme de contrôle du sida dans la chambre de Farid, révélant quelque chose qu'il lui avait caché. Quand elle lui a posé des questions à ce sujet, la conversation est devenue tendue. Farid s'est énervé et a dit à Ruth qu'il préférait leur faire du mal à tous les deux plutôt que de laisser quelqu'un découvrir son secret. La situation est rapidement devenue dangereuse et Ruth a eu peur pour sa vie. Ils se sont battus pour le contrôle au milieu de la lutte et un couteau de cuisine est tombé entre eux. Désespérée de se protéger, Ruth a agi par peur et, dépassée, a maîtrisé Farid pendant le chaos. L'incident tragique s'est terminé par la mort de Farid. La police a rapidement lancé une enquête, rassemblant des preuves sur la scène du crime, des témoignages de témoins et le récit de Ruth. Alors qu'il reconstituait les événements de l'altercation violente, Ruth a été arrêtée peu après. Au tribunal, elle a affirmé avoir agi en légitime défense. L'accusé a commis l'infraction et a agi intentionnellement. Kamande a ensuite été couronnée Miss Langata. La prison pour femmes avait fait appel de la sentence. En 2018, la vie de Ruth Kamandé a atteint un tournant déchirant. Elle se tenait devant le tribunal, faisant face aux conséquences de ses actes. Malgré le partage de son histoire et l'explication qu'elle avait agi en légitime défense lors d'un moment de peur et de danger, le juge l'a déclarée coupable de meurtre. La salle d'audience est tombée dans le silence lorsque le juge a annoncé la sentence, la peine de mort. Cependant, Ruth n'a montré aucune réaction au moment de l'annonce de la sentence. Avec l'intention claire de lui causer de la douleur, de la souffrance et la mort, et j'ai pris en compte, je veux que les jeunes sachent que ce n'est pas cool. De tuer votre petit ami ou petite amie. La décision a déclenché une vague de débats publics. Certaines personnes ont ressenti de la sympathie pour Ruth, croyant qu'elle avait agi pour se protéger du danger. D'autres ont vu ses actions différemment et ont estimé que justice avait été rendue. L'affaire est devenue largement discutée, beaucoup se demandant comment le système judiciaire devrait gérer les situations impliquant des conflits domestiques et la légitime défense. Après un examen plus approfondi, la peine de Ruth a été réduite de la peine de mort à la réclusion à perpétuité. Bien qu'elle passerait le reste de sa vie derrière les barreaux, son histoire n'était pas terminée. L'expérience a marqué le chapitre le plus sombre de sa vie, mais elle est aussi devenue le début d'un nouveau chemin. Un chemin où elle cherchait à grandir, apprendre et trouver un nouveau but, même depuis l'intérieur des murs de la prison. L'histoire de Ruth ne s'est pas arrêtée là. Pendant qu'elle purgeait sa peine à la prison de Comédie Maximum, elle a trouvé un nouveau chemin. Elle s'est inscrite à des études de droit grâce à un programme de Justice Defenders, une organisation qui aide les détenus et les communautés à acquérir des connaissances juridiques. En 2024, Ruth a obtenu un diplôme de droit de l'Université de Londres.
Elle a partagé sa réussite avec d'autres détenus et les gardiens lors d'une cérémonie spéciale en disant « Nous ne sommes pas seulement ici pour célébrer les diplômés, mais des personnes qui se sont transformées et ont prouvé que quelque chose de bon peut sortir des prisons. » La résolution de l'histoire de Ruth est douce amère. Elle reste derrière les barreaux, purgeant une peine à perpétuité. Elle utilise maintenant son éducation pour aider ses co-détenus à naviguer dans le système judiciaire. Ruth a également fait appel de son affaire devant la Cour suprême, espérant avoir une chance de raconter à nouveau sa version de l'histoire. Cette fois, avec la connaissance du droit de son côté. Son parcours suscite un mélange d'émotions. Tristesse pour une vie perdue, mais aussi espoir que même dans l'obscurité, les gens peuvent trouver la rédemption et un nouveau but. Le cas tragique mais complexe de Ruth a laissé le monde en émoi. Notre prochain cas révèle comment quelqu'un peut être étiqueté comme tueur en série et passer des années à se battre pour prouver son innocence. Daniela Poggiali était une infirmière italienne accusée d'avoir tué 38 de ses patients. L'affaire a suscité beaucoup de controverses et a choqué de nombreuses personnes. Cependant, en 2021, après une réanalyse approfondie des données de mortalité de l'hôpital, il a été constaté que les statistiques utilisées pour l'inculpé étaient erronées. Cela a conduit à l'acquittement de Daniela et à sa liberté éventuelle. La vie de Daniela a pris un tournant radical lorsque l'accusation s'est fortement appuyée sur les données de mortalité de l'hôpital et la photo controversée, l'interprétant comme une preuve de la culpabilité de Daniela. Cependant, après sa condamnation, des doutes ont commencé à émerger quant à la validité des données utilisées pour étayer les accusations contre elle. Les enquêtes, bien que minutieuses, n'ont pas pris en compte certaines incohérences dans les statistiques, soulevant des questions sur le fait de savoir si l'affaire contre Daniela avait été construite sur des hypothèses erronées. Les accusations étaient graves, et en conséquence, Daniela a été radiée du barreau et a passé plus de 1000 jours en prison. L'un des points de discorde principaux était une photo qu'elle avait prise avec un patient de 102 ans qui est décédé, que certains ont interprété comme suspecte. Les accusations ont dépeint Daniela comme une tueuse en série, et elle a été plongée dans une bataille juridique longue et douloureuse. Elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité après avoir été reconnue coupable de leur meurtre. Cependant, elle n'a montré aucun remords, parce que quelque part, elle savait qu'elle n'était pas une meurtrière. Il a alors été accepté la demande du procureur général d'annuler la dernière sentence avec le retour. Après avoir passé plus de 3 longues années derrière les barreaux, la vie de Daniela a pris un tournant surprenant. Son affaire, qui avait choqué beaucoup de gens, a été réexaminée. Tout a commencé par une plongée approfondie dans les données de mortalité de l'hôpital. Les experts ont réanalysé les chiffres, et ce qu'ils ont découvert étaient des facteurs cachés qui remettaient en question la conclusion initiale sur l'implication de Daniela dans les décès de ses patients. Les nouvelles preuves ont suscité des doutes sur l'équité des accusations portées contre elle. Des patients difficiles, soit parce que les proches étaient exigeants, soit parce qu'il était difficile de s'occuper du patient. En janvier 2023, la Cour suprême a pris une décision forte. Ils ont annulé le verdict précédent, déclarant Daniela innocente. Ce moment était rien de moins qu'un miracle pour elle. Après des années d'accusations injustes, Daniela était enfin libre. Sa vie, qui avait été bouleversée, était maintenant en train de se redresser. Les procureurs enquêtent pour savoir si Puglielli pourrait être responsable de la mort de 38 personnes. C'était une seconde chance, une chance de reconstruire tout ce qu'elle avait perdu. Daniela pouvait enfin retourner auprès de sa famille, et elle commençait à rêver de l'avenir qu'elle pensait ne jamais pouvoir avoir. Malgré la douleur immense et la confusion qu'elle avait endurée, elle restait confiante dans ses compétences en tant qu'infirmière. Avec son nom blanchi, elle espérait retourner à sa carrière d'infirmière, où elle avait autrefois ressenti un sentiment de vocation. L'histoire de Daniela est une histoire de résilience et d'espoir. Après avoir enduré des années de difficultés, elle envisage maintenant de reconstruire sa vie et sa carrière. Le poids émotionnel d'avoir été accusée à tort et emprisonnée est évident. Mais la détermination de Daniela à retrouver sa liberté et à continuer son travail d'infirmière montre sa force et son optimisme pour l'avenir. Daniela Poggiali passe des années derrière les barreaux pour des crimes qu'elle n'a pas commis. Mais le cas suivant révèle les profondeurs les plus sombres de la cruauté humaine. Elle était si maigre, cette langue. Elle était si maigre qu'elle n'avait pas rien sur elle. Elle crachait juste, et elle est juste partie. L'histoire déchirante d'Angela Darlene McAnulty a commencé en 2009 lorsque sa fille de 15 ans, Janet Maples, a été découverte inconsciente dans leur maison à Eugene, Oregon. Janet était extrêmement maigre et déshydratée, avec de multiples blessures. Le médecin des urgences qui l'a traitée a décrit cela comme l'un des cas de négligence les plus graves qu'ils aient jamais rencontrés. En 2011, Angela a été condamnée pour le crime inimaginable d'avoir tué sa fille de 15 ans, Janet. Elle avait subi de graves mauvais traitements, et la découverte de son corps sans vie a laissé une communauté sous le choc. Le plaidoyer de culpabilité d'Angela pour meurtre aggravé a conduit à sa condamnation à mort,
une décision qui a profondément affecté tous ceux impliqués. Avec McAnulty passant le reste de sa vie en prison, les autorités se sont précipitées à la maison d'Eugene, Oregon. Mais malheureusement, Janet, âgée de 15 ans, était déjà partie. Les examens médicaux ont révélé qu'elle avait souffert de négligence sévère et présentait des signes évidents de mauvais traitement. Les enquêteurs se sont rapidement concentrés sur sa mère, Angela, qui a été arrêtée et accusée de meurtre aggravé. En 2011, Angela a avoué le crime, plaidant coupable et acceptant sa punition sans procès. Au fil des années, cependant, l'affaire a pris des tournures inattendues. L'équipe juridique d'Angela a soutenu que ses avocats d'origine ne l'avaient pas bien représentée, ce qui a conduit à une série d'appels. Avec le temps, le système juridique de l'Oregon a changé. En 2019, de nouvelles lois ont été adoptées qui réduisaient les peines pour certains crimes, y compris les meurtres d'enfants impliquant des dommages extrêmes. Ce changement législatif a ouvert la voie à une réévaluation de la peine d'Angela. Après des années de batailles juridiques et de luttes émotionnelles, un nouvel accord a été conclu. Au lieu de rester dans le couloir de la mort, Angela a été recondamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, la peine maximale autorisée par les nouvelles lois. Lorsque le verdict a été prononcé, elle a commencé à pleurer. Le juge Pratt dit que son équipe de défense a été précipitée et mal préparée en gérant le cas de McAnulty. Bien que justice ait été rendue, la douleur de l'histoire tragique de Janet reste un rappel déchirant des horreurs qu'un enfant peut affronter et du parcours difficile que les familles traversent pour obtenir justice. Angela McAnulty, autrefois la seule femme dans le couloir de la mort de l'État, faisait maintenant face à une peine de réclusion à perpétuité à la place. Bien qu'elle ne soit jamais libérée de prison, cela n'effaçait pas l'angoisse du crime qu'elle a commis, ni la souffrance qu'il a causée, ce qui émerne sa fille, Janet. De plus, l'ancien mari d'Angela, Richard McAnulty, était également impliqué dans le meurtre tragique par mauvais traitement. Lui aussi a été condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Bien que cette résolution légale ait apporté un sentiment de justice, elle ne pouvait pas annuler la souffrance que Janet a endurée. En juillet 2021, la peine d'Angela a été réexaminée, entraînant un changement significatif. Sa condamnation à mort annulée et elle aurait été recondamnée à la prison à vie. Emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle. C'était la peine la plus sévère autorisée par une nouvelle loi de l'Oregon traitant des cas de mauvais traitements extrêmes. Avec le système judiciaire et la législature prenant des mesures, sa nouvelle peine a été finalisée, garantissant qu'elle passerait le reste de sa vie en prison sans aucune chance de libération. Cette affaire laisse un sentiment de profonde tristesse et de colère, non seulement à cause de la cruauté extrême subie par Jant, mais aussi à cause du long et douloureux parcours que sa famille a dû endurer pour obtenir justice. Bien que la peine d'Angela McAnulty ait été modifiée, cela ne change pas la réalité tragique d'un enfant perdu de manière si dévastatrice. Le poids émotionnel de cette affaire affectera à jamais ceux qui ont connu Jant et tous ceux qui ont suivi les détails de son histoire. C'est un souvenir douloureux et tragique, et la négligence envers les enfants, sous toutes ses formes, continue de se produire. Ensuite, Reginald Lofton, un adolescent dont les actions ont transformé un vol en un meurtre brutal. Qu'est-ce qui a conduit à cette rencontre mortelle et comment le système judiciaire a-t-il réagi? Nous avons rejoint, financé et assisté par le Conseil CEPA. En mars, coupable. Avec le jury, je suis l'accusé, dans le 3e chef d'accusation tombé, 1er mars 2016. Coupable le 1er mars, 20-16-20. Shane Varnador, 28 ans, travailleur et gentil, faisait son service de nuit habituel, livrant des pizzas pour Papa John en rêvant de concevoir des jeux vidéo. Mais cette nuit-là, il n'est jamais rentré chez lui. Les autorités ont découvert plus tard que Shane avait été attiré dans un complexe d'appartements dans le comté de Gwinnett, en Géorgie, par 2 adolescents, Reginald Lofton et Jermaine Young, qui avaient l'intention de le voler. À l'arrivée de Shane, il a été abattu et tué. La police n'a pas pu déterminer lequel des adolescents avait appuyé sur la gâchette, mais selon la loi de Géorgie, la complicité dans un crime entraînant la mort engage la même responsabilité que le tireur. À 14 ans, Lofton a joué un rôle crucial en fournissant le téléphone utilisé pour la fausse commande. Après que Shane ait été tué, Lofton a ramené la pizza à son appartement, comme si de rien n'était. Pendant le coup, le livreur de pizza a sursauté. Et le pistolet est parti et il l'a tiré. Oui. Et j'ai dit, Reginald, as-tu entendu ce coup de feu? Il a dit, non. J'avais la tête sur quelque chose. Lofton a été arrêté et jugé pour le meurtre de Shane. La salle d'audience était remplie d'émotions, alors que l'accusation racontait comment la vie d'un homme avait été prise pour quelque chose d'aussi trivial qu'une pizza. Les membres de la famille de Shane ont partagé leur douleur. Sa mère était trop émotive pour lire sa déclaration. Sa sœur a décrit comment sa jeune fille ne comprenait pas la mort, demandant à plusieurs reprises quand elle reverrait son oncle.
Le juge n'a montré aucune sympathie pour Lofton et avant de prononcer la sentence, a déclaré « J'aimerais pouvoir vous donner plus de temps que je ne le peux parce que je vous considère comme un tueur de sang-froid. J'espère que vous ne quitterez jamais la prison. » Mais en raison d'une décision récente de la Cour suprême des États-Unis, les mineurs condamnés pour meurtre ne pouvaient pas être condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cela a été considéré comme une punition cruelle et inhabituelle. Lofton a été condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Il devrait purger 30 ans avant de devenir éligible. Ce qui signifie qu'il n'aurait même pas une chance de libération avant d'avoir 45 ans. Lorsque le verdict a été lu, des larmes ont coulé des yeux de l'accusé. Comment un adolescent de 14 ans lors du crime peut-il être condamné à la réclusion à perpétuité? Avant la condamnation, la sœur de Lofton a plaidé pour la clémence, disant qu'au lieu de le jeter sous la cellule de prison, il fallait lui donner une seconde chance. Que mon frère mérite une seconde chance. Dans la vie, au lieu de le jeter sous la cellule de prison. Lofton a affronté de nombreuses difficultés en grandissant. Après avoir perdu sa mère, son père a été jugé inapte à s'occuper de lui, le laissant sous la garde de sa sœur. Il avait déjà rencontré des problèmes avec la justice et avait vécu trop de violence pour son jeune âge. Quand ce fut son tour de parler, Lofton a d'abord refusé. Cependant, avant que le juge ne prenne la décision finale, il a dit avec hésitation « Je veux juste dire que je suis désolé pour votre perte, mais je n'ai pas tué votre fils. Je n'étais pas le tireur. C'est tout, juge. » Peu importe si Lofton a appuyé sur la gâchette, le fait restait. Shane Varnador était parti. Un homme travailleur, un fils aimant et un frère dévoué avaient perdu la vie pour quelque chose d'insensé. Sa famille était laissée avec un chagrin qui ne guérirait jamais complètement. Juste. Je ne peux pas imaginer à quoi ressemblera ma vie. Ah! Lofton a eu une seconde chance avec la possibilité de libération conditionnelle dans sa peine, mais Shane n'a jamais eu cette opportunité. Sa famille continue de pleurer une vie qui aurait pu être, tout cela à cause d'un simple appel de livraison de pizza qui a terriblement mal tourné. Un jeune homme a perdu la vie à cause d'une livraison de pizza. Le cas suivant montre comment une visite au centre commercial s'est transformée en cauchemar lorsqu'une querelle insignifiante a dégénéré en violence mortelle. Juste 2 jours avant Noël en 2022, à un moment où les familles sont absorbées par les préparatifs des fêtes, un événement tragique a laissé une famille à jamais changer. Ce soir-là, à l'intérieur du magasin Nordstrom au Mall of America, John T. Hudson, âgé de 19 ans, a perdu la vie dans un acte de violence cruelle. Une dispute a éclaté entre 2 groupes de jeunes hommes dans le centre commercial, escaladant rapidement en violence mortelle. Pendant la bagarre, John Tay a été plaqué au sol. À ce moment-là, Tayshaun Adams Wright, âgé de 19 ans, et son complice, Lavon Longstreet, ont sorti des armes à feu et ont tiré sur John Tay à plusieurs reprises à bout portant. Une femme faisant ses courses avec sa fille a également été blessée par une balle perdue, ce qui a entraîné la mise en confinement du centre commercial. Les clients fuyaient dans la terreur. À l'arrivée des officiers, John Tay a été trouvé avec des blessures mortelles par balle sur le sol. Malgré les tentatives pour le sauver, il n'a pas survécu. Les images de surveillance ont permis aux enquêteurs d'identifier les suspects. Après une chasse à l'homme intense, Adams, Wright et Longstreet ont été arrêtés, chacun accusé de meurtre au second degré et d'agression au second degré. Des mois ont passé jusqu'à ce qu'Adams Wright surprenne tout le monde au tribunal en admettant ouvertement avoir tué John Tay. Lorsqu'il a été interrogé par son avocat sur les circonstances de la fusillade, il a répondu « oui », mais a ensuite exprimé des remords pour ses actes. Par la suite, le juge a condamné Adams Wright à 30 ans de prison. Le procès de Longstreet est toujours en attente, bien qu'il risque un résultat similaire. Mère de John, Lynn, aucune peine ne pourra jamais ramener son fils. Elle a exprimé son chagrin en disant « ses parents l'auront toujours ». Ils peuvent lui rendre visite, lui écrire, lui parler, mais mon fils est parti pour toujours. Sa sœur a également mentionné dans une interview « Tout le monde l'aime ». C'était une personne sociable. Elle a décrit John comme un jeune homme aimant et vibrant, dont la vie a été volée bien trop tôt. Il était drôle, parfois silencieux. Tout le monde l'aimait. C'était une personne sociable, blessure par balle. Je ne pensais pas que c'était quelque chose de sérieux. Une visite innocente au centre commercial s'est terminée en tragédie, modifiant le destin d'une famille. L'acte insensé de violence qui a coûté la vie à John Tay a infligé une profonde blessure à sa famille et à leur communauté environnante. Bien qu'elle cherche la justice, la mère de John sait qu'aucun verdict ne suffira à remplacer son fils. Le meurtre de John était un acte brutal de violence insensée. Le cas suivant montre comment un jeune esprit peut commettre un acte horrible.
Le 23 mai 2024, à Lauderdale Lakes, en Floride, le crime choquant commis par Sofia Koval, âgée de 14 ans, a laissé une famille et une communauté sous le choc. Après la mort par coup de sa grand-mère de 79 ans, Maria Koval, tout le monde a eu du mal à comprendre comment une telle horreur a pu surgir au sein d'une famille. Le jour de la mort tragique de Maria, un appel d'urgence a conduit les autorités à la résidence des Koval, où elles ont découvert Maria inconsciente, sans espoir de réanimation. Leur enquête a rapidement conclu que l'auteur était sa propre petite-fille, Sofia. Les membres de la famille ont eu du mal à comprendre comment Sofia, autrefois la fille brillante et douce de leur famille, avait pu faire cela. À seulement 14 ans, Sofia a été placée en garde à vue et placée en détention pour mineurs. Au début, il semblait que son cas serait traité dans le système pour mineurs, mais les procureurs ont rapidement eu un autre plan. Le 1er octobre, les procureurs ont pris une décision audacieuse. Sofia serait inculpée en tant qu'adulte pour homicide involontaire. Elle a été transférée de la détention pour mineurs à la prison du comté de Broward et placée en détention préventive. La salle d'audience était tendue alors qu'un juge a statué qu'il y avait suffisamment de preuves pour poursuivre l'affaire. Sofia espérait que la décision serait en sa faveur. Mais l'accusation d'homicide involontaire entraîne de graves conséquences. Sofia Koval, âgée de 14 ans, priait ouvertement au tribunal en attendant que son affaire soit appelée. Si elle est condamnée en tant qu'adulte, Sofia pourrait encourir jusqu'à 15 ans de prison. Il y avait aussi une autre complication. Sofia n'était pas une Américaine, citoyenne. Si elle est condamnée, elle pourrait être expulsée après avoir purgé sa peine. Un procureur de l'État de Broward, Harold U.F. Pryor, et une équipe de procureurs seniors ont examiné attentivement l'affaire. Cependant, en raison de son jeune âge, il y avait une possibilité qu'elle soit condamnée sous des sanctions pour mineurs. Dans ce cas, elle purgerait un maximum de 3 ans de détention et pourrait être surveillée jusqu'à ses 21 ans. Le 23 mai 2024, Sofia Koval a frappé Eugenia Koval à la tête et au corps, entraînant de multiples blessures. Et pendant cet épisode de passage à tabac, après avoir examiné tous les faits et les preuves, ils ont décidé que le tribunal pour adultes était le lieu approprié pour le procès de Sofia. En raison de la nature odieuse du crime, et après avoir pris en compte tout ce qui a été présenté par la défense jusqu'à présent, je crois qu'il est approprié que cette affaire soit traitée au tribunal pour adultes. Pryor a déclaré que, bien que les procureurs voulaient justice pour Maria Koval, ils reconnaissaient également que Sofia était encore une enfant. Ils ont promis de travailler avec ses avocats pour trouver une solution qui équilibre la responsabilité avec la compréhension de son âge et de ses circonstances. On la voit prier et se signer pendant cette audience. Et son affaire était de retour au tribunal aujourd'hui alors que l'État envisage de la poursuivre en tant qu'adulte. L'affaire a laissé une famille brisée, une grand-mère a perdu la vie et une adolescente doit maintenant faire face aux conséquences d'un acte terrible. La communauté a du mal à comprendre comment une telle violence a pu se produire entre des êtres chers. Le cas de Sofia montre que même les liens familiaux peuvent être brisés par la violence. Cependant, le cas suivant révèle un complot sinistre qui coûterait la vie à un étudiant prometteur. Par une froide soirée de décembre 2019, Tessa Majors, une étudiante de première année de 18 ans au Broward College, se promenait près de Morningside Park, à Manhattan, nourrissant des rêves et des ambitions. Avec la vie et les opportunités entre ses mains, les quelques minutes à venir allaient malheureusement les voir s'éteindre. Peu avant 19 h. Le 11 décembre, 3 adolescents sont entrés dans le parc avec une seule intention, voler quelqu'un. Les actes passés étaient derrière eux, mais ce soir, tout allait changer. Ils ont observé Tessa absorbée par son téléphone en faisant leur cible. Alors que Rashawn Weaver l'attrapait par derrière, Luciano Lewis la retenait, fouillant ses poches. Mais Tessa n'allait pas abandonner facilement. Elle s'est défendue, mordant même un des agresseurs au doigt. C'est à ce moment-là que tout a changé. Furieux, Weaver a sorti un couteau et a poignardé Tessa à plusieurs reprises. Une des blessures a transpercé son cœur. Même après avoir été attaquée, Tessa a lutté pour s'échapper. Elle a réussi à monter un escalier près de l'entrée du parc, essayant désespérément de trouver de l'aide. En haut des escaliers, un agent de sécurité l'a trouvée effondrée et en train de saigner. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, mais c'était trop tard. Tessa Majors était partie. Le lendemain même, la police a arrêté un garçon de 13 ans qui correspondait à la description de l'un des agresseurs. Il portait des vêtements et des baskets similaires à ceux vus sur les images de surveillance. Lors de l'interrogatoire, il a avoué que lui et ses amis avaient planifié le vol, mais a affirmé qu'il n'était pas celui qui avait poignardé Tessa. Alors que la police poursuivait son enquête, elle avait du mal à retrouver les autres suspects.
L'un d'eux, Rashawn Weaver, s'était caché. Des membres de sa famille l'auraient aidé à éviter l'arrestation. Il a fallu 2 semaines avant que la police ne l'attrape enfin. Les 2 autres suspects seront jugés devant un tribunal pour adultes. Leurs procès pour meurtre et vol sont en attente. Une fois les 3 suspects en détention, les détails complets du crime ont été révélés. Les procureurs ont révélé que l'attaque n'était pas simplement un vol aléatoire qui avait mal tourné. C'était intentionnel, cruel et prémédité. Le plus jeune des agresseurs, qui n'avait que 13 ans à l'époque, a plaidé coupable de vol au premier degré. En raison de son âge, il a été condamné à seulement 18 mois dans un centre de détention pour mineurs. Au nom de votre fils. La mère de Weaver n'a fait aucun commentaire sur son fils, détournant la tête, pas plus que les parents de Lewis. Luciano Lewis, qui a aidé à maîtriser Tessa, a plaidé coupable de meurtre au second degré et de vol au premier degré. Il a été condamné à une peine de 9 ans à perpétuité. Pourtant, il ne montre aucun remords pour ses actes. L'étudiant a été poignardé à mort, a été condamné aujourd'hui à 9 ans à perpétuité. Il était l'un des 3 élèves de collège. Le dernier suspect, Rashawn Weaver, celui qui tenait le couteau, a avoué avoir poignardé Tessa. Il a plaidé coupable de meurtre au second degré et a été condamné à 14 ans à perpétuité. Le meurtre tragique de Tessa Majors a secoué toute la ville. Elle était jeune, talentueuse et pleine de vie. Sa famille et ses amis étaient dévastés, laissés à pleurer une vie prise trop tôt. Bien que ces meurtriers aient été arrêtés et condamnés, aucune punition ne pourrait jamais ramener Tessa. C'était un rappel déchirant de la façon dont la violence insensée peut détruire des vies. Le potentiel de Tessa Majors, écourté par un destin impitoyable. Ses aspirations ont été réduites au silence. Son profil symbolisait une chance volée, submergée par la malveillance, une tragédie non résolue préservant une perte injuste. Le cas de Tessa montre comment des adolescents avaient planifié leur crime dès le début. Le cas suivant montre comment la manipulation peut mener à des conséquences dévastatrices. Par une nuit tranquille en 2014, la famille Sikorsky à Plymouth Township, Michigan, a fait face à un cauchemar qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Leur fille adoptive, Roxana Sikorsky, âgée de 15 ans, avait planifié quelque chose d'impensable, une attaque contre sa famille. Roxana n'agissait pas seule. Son petit ami de l'époque, Michael Rivera, qui était plus âgé qu'elle, guidait chacun de ses mouvements depuis l'extérieur de la maison. Il lui envoyait des messages, lui donnant des instructions étape par étape. Cette nuit-là, avec un couteau à la main, Roxana est entrée dans la chambre de son frère de 12 ans et l'a poignardé. Elle a ensuite tenté d'attaquer sa sœur cadette avant de fuir la maison et de s'enfuir avec Rivera. Heureusement, son frère a survécu et les autorités ont rapidement appréhendé Roxana et Rivera. Lors de l'enquête, il a été découvert que Roxana et Rivera avaient l'intention de tuer sa famille et de s'échapper ensemble. Les enquêtes ont révélé que Rivera dirigeait Sikorsky par message texte, fournissant des instructions explicites et même des diagrammes anatomiques pour assurer la létalité des attaques. Lorsque l'affaire a été portée devant le tribunal, Roxana a plaidé coupable d'agression avec intention de tuer. Le procès a été déchirant pour sa famille, en particulier pour sa mère adoptive, Lauren Sikorsky. Au lieu de la colère, Lauren a supplié pour la clémence, croyant que Roxana avait été manipulée par Rivera pour faire de terribles choix. Roxana a été induite en erreur et utilisée par un adulte plus âgé. Cependant, rien ne profitera à cet enfant en l'envoyant en prison. Elle a dit au tribunal qu'elle manquera son bal de fin d'année, sa remise de diplôme, ses amis et sa famille. Elle a un besoin désespéré de soins psychologiques continus. Roxana a maintenant 17 ans. Elle manquera son bal de fin d'année, sa remise de diplôme, ses amis et sa famille. Elle a un besoin désespéré d'une aide psychologique continue. Roxana a également pris la parole au tribunal, exprimant de profonds regrets pour ses actions. Elle a présenté ses excuses à sa famille, disant qu'elle était désolée de ne pas être la fille qu'ils avaient espérée et a promis de travailler pour devenir une meilleure personne. Je voudrais m'excuser auprès de ma famille. J'aurais aimé être. Je promets que je vais m'améliorer. Malgré la supplication de sa mère, le juge a condamné Roxana à 10 à 20 ans de prison. Elle a reçu un crédit pour les 528 jours qu'elle avait déjà passés en détention et subirait un traitement psychiatrique intensif pendant qu'elle purgerait sa peine. Pendant ce temps, Michael Rivera, l'homme responsable d'avoir influencé les actions de Roxana, a été condamné à la prison à vie pour son rôle dans l'attaque. L'affaire a laissé la famille Sikorsky dévastée. Une mère a perdu la fille qu'elle avait adoptée et aimée, tandis que 2 frères et sœurs ont dû se remettre de blessures à la fois psychologiques et émotionnelles.
Bien que la mère de Roxana garde espoir pour l'avenir de sa fille, les cicatrices de cette nuit demeurent. C'est parfait. Elle a des dommages psychologiques de l'orphelinat en Pologne et de sa famille biologique. Elle était une bonne élève, une bonne fille, de bonnes amies. C'est juste une confluence de tous les mauvais événements. Certains crimes sont motivés par la colère, la cupidité ou la haine. Cependant, dans ce cas, c'était l'influence d'un petit ami plus âgé et les choix mal avisés d'une jeune fille qui ont conduit à un cauchemar horrible. Les histoires glaçantes de ces femmes meurtrières vous laisseront interroger les recoins les plus sombres de la nature humaine, et leurs réactions au tribunal révèlent les conséquences hantantes de leurs actions. Cependant, il y a encore plus à découvrir. Dans notre prochaine vidéo à l'écran, nous vous emmenons encore plus profondément dans ces affaires choquantes et les peines de réclusion à perpétuité qui ont stupéfié le monde.